C'était pas facile le tour cette année, hein. Moi, ce que je préfère, je crois, c'est les étapes de montagne. Mais, tu sais, public, que pendant que les cyclistes suent sang et EPO sur l'asphalte, là-haut, très loin au-dessus de leur tête, les véritables rois de la montagne les regardent passer sans effort. Les vautours, donc, sont ces rapaces exclusivement charognards, nécrophages, qui suivent la mort et en effacent les traces, et dotés la plupart du temps d'une face et d'un cou dénudés, ce qui leur permet de plonger la tête dans les carcasses et d'en ressortir sans être à rebrousse-plume ni se salir. Ils sont également dotés de larges ailes à grande envergure, ce qui leur permet de prendre les courants circulaires chauds et ensuite pouvoir planer pendant 2 heures sans effort, sans avoir besoin de battre des ailes. Ces courants ascendants leur permettent d'atteindre les altitudes records en vol chez les oiseaux. Plus de 11 000 mètres pour ce malheureux vautour de Rupel percuté par un avion. Et merci à ce héros, car sans ça, ce record serait encore détenu par une vieille oie à tête barrée toute pétée. Oui, je parle de toi là. Il existe 2 grandes familles de vautours qui ne sont pas directement apparentés. Les vautours de l'Ancien Monde, qui sont des cousins des aigles, et les vautours du Nouveau Monde en Amérique, dont le plus grand de tous, le fameux condor des Andes. Dans cet épisode, nous allons parler des vautours de France. Notre pays accueille 9 espèces de vautours, dont 5 sur un seul et unique territoire, la Guyane. Et ouais, la France, c'est pas que la métropole, et on a aussi notre responsabilité dans la protection d'une partie de la forêt amazonienne. Les 5 vautours de Guyane sont des espèces abondantes, non menacées, et présentes sur une large partie du continent. L'urubu à tête rouge, lui là, se retrouve même du Canada jusqu'à la Terre de Feu. Et le plus grand vautour de Guyane est ce splendide et coloré vautour-pape, qui est au passage un de mes oiseaux préférés. Mais on va s'attarder un peu plus dans cet épisode sur les vautours de France métropolitaine. Ils sont 4, ça tombe bien, c'est l'épisode 4 d'Antenne Zoo, et 4 comme les Dalton d'ailleurs. Joe, le plus petit de la bande, ça serait le vautour percnoptère, très facile à reconnaître avec son plumage blanc et sa face jaune. C'est d'ailleurs à sa couleur immaculée que fait référence le col de Marie Blanc, passage bien connu des coureurs du Tour de France. C'est le seul de nos vautours à être migrateur. Il est chez nous du printemps à l'automne et passe l'hiver au chaud en Afrique où il exprime son comportement le plus célèbre, briser les œufs d'autruche à coups de caillasse pour se délecter du contenu. Cette technique de rascal en fait l'un des très rares oiseaux connus à se servir d'un outil. Bon, mais ça reste un comportement rare de sa part, en plus habituel mais bien moins populaire, il lui arrive d'être coprophage. De manger du caca. William et Jack, les 2 du milieu qu'on confond tout le temps, ça serait le vautour fauve et le vautour moine. Bien qu'ils aient des morphologies semblables, ils ont un mode de vie très différent. Les vautours fauves, qu'on appelait en vieux français les griffons, et qui sont un peu la représentation typique du vautour avec son long cou serpentin rétractable de 17 vertèbres, eux sont extrêmement grégaires. Ils vivent en grandes colonies pouvant compter des centaines d'individus qui nichent sur des falaises d'où ils décollent pour explorer les alentours. Normalement, ils forment des couples unis pour la vie, mais des scientifiques qui ont posé des bagues sur certains d'entre eux pour les étudier ont cramé quelques infidélités. Et ouais, attention à la bague les mecs, c'est la base. Le vautour moine, lui, est un peu plus grand et surtout beaucoup plus solitaire et ténébreux. Ils vivent en couple, isolés les uns des autres, dans des environnements méditerranéens, et c'est l'un des plus gros oiseaux au monde à nicher dans les arbres. Un seul œuf est pondu au début du printemps, et comme pour tous les autres vautours, les 2 parents se relaient équitablement pour s'occuper du jeune. Et enfin, le dernier, le plus grand, le gypaète barbu. Certains considèrent qu'il est le plus beau de tous, et c'est vrai qu'il a un certain style, on dirait bien un croque-mort élégant avec son monocle et ses petites moustaches. Figurez-vous qu'il aime même se maquiller le poitrail à l'aide de colorants naturels minéraux. Mais dans les premières années de sa vie, il est tout noir, ce qui lui donne une allure un peu plus préhistorique et inquiétante. Comme Avrel, il a un système digestif à toute épreuve. Lui, c'est la voiture balai. Il arrive toujours en dernier sur une carcasse pour donner le clap de fin en avalant les os. Il peut gober un os de la taille d'une patte de mouton, comme vous pouvez le voir. Impressionnant, et si un os est trop gros pour son gosier, il l'emporte avec lui et s'envole avant de le lâcher sur une pierre pour l'éclater en petits morceaux. Un petit peu plus intelligent qu'Avrel, finalement. À eux 4, nos vautours réalisent un excellent travail d'équipe. Ils sont les nettoyeurs de la nature après une scène de crime. Lorsqu'un animal meurt, son cadavre attire d'abord les pieds des corbeaux, qui notamment raffolent des yeux, charmant. Cette activité autour du cadavre est repérée par le regard perçant des vautours quadrillant le ciel, mais ils sont un petit peu trouillettes et peuvent mettre plusieurs heures avant d'oser vraiment descendre pour être sûr qu'il n'y a aucun danger. Dès que l'un d'eux est assez téméraire pour se poser, c'est le signal. Le monde attirant le monde, de plus en plus de vautours se regroupent et ils peuvent être des centaines sur la même carcasse. Alors là, comme dans le peloton,
faut jouer des coudes pour gagner son beefsteak. Il n'y a pas de hiérarchie chez les vautours, c'est à celui qui fera le plus de bruit qui aura le plus à manger. Les grands vautours, avec leur bec puissant, agrandissent les orifices naturels de la bête, oui, tous les orifices naturels, et facilitent l'accès aux petites espèces. Muscles, viscères et organes sont pour le vautour fauve, tendons, peau et cartilage pour le moine, les miettes pour le percnoptère et les os, comme on l'a vu, pour le gypaète. Entre le début de la curée et la fin du repas, il peut s'écouler seulement 15 minutes. Ouais, hyper efficaces les éboueurs. Et eux en plus, ils vendent pas de calendrier dégueu. Ce sont de véritables cul-de-sac épidémiologiques qui rompent les chaînes de contamination et luttent contre la propagation des maladies. Ils sont virucides et bactéricides grâce à leur système digestif, le plus acide de tout le règne animal. Souviens-toi des petites bandelettes en cours de chimie du collège, l'estomac des vautours est entre 1 et 1,5 de pH. Autant dire que ça dissout. Et dissout, c'est pas cher. Et cette acidité gastrique est même une arme de défense. En cas d'attaque par un prédateur, le vautour lui vomit dessus, tout simplement. On associe souvent l'image du vautour à celle de la montagne, et c'est ce que j'ai fait en début de vidéo, et en vrai c'est pas tout à fait exact. My bad, my bad, my bad. En vrai, les vautours ont surtout besoin de falaises pour pouvoir nicher convenablement, et depuis des millénaires, ils sont associés à l'homme et à ses élevages. Grâce à leur fonction primordiale de nettoyage, ils ont d'ailleurs longtemps eu très bonne réputation. Les Égyptiens les vénéraient, un vol de vautours était une bonne augure chez les Grecs, et les Romains leur doivent même le lieu d'implantation de leur cité. Ubi pecora, ibi vultures. Et partant de là, comme dirait l'autre. Mais en devenant urbaine, notre société moderne s'est mise à distance du monde sauvage et a commencé à en avoir peur, oubliant même ce que nos ancêtres savaient. Les vautours furent accusés de tous les maux, même d'enlever des bébés dans les berceaux. Ils sont alors devenus comme les Dalton, mal aimés, indésirables, outlaws, dead or alive, mais surtout dead. Au XVIIIe et XIXe siècle, ils ont été chassés et exterminés, à tel point que dans les années 30, ils avaient quasiment tous disparu de notre pays. Heureusement, la suite de l'histoire est beaucoup moins tragique, car la détermination d'une poignée de passionnés a fait la différence. Les frères Jean-François et Michel Terrasse créent en 1969 le Fonds d'intervention pour les rapaces, dans le but de réintroduire les vautours en France. Un réseau impliqué de passionnés se met alors en place à travers le pays. Le zoo de Douai-la-Fontaine, par exemple, accueille des vautours blessés, inaptes au vol et les fait se reproduire afin que leur descendance repeuple les cieux français. Ces animaux blessés, impossibles à relâcher, leur étaient fournis par les centres de soins qui peuvent alors se libérer de la place pour soigner d'autres individus. Pendant ce temps, des actions de concertation et de sensibilisation sont mises en place pour permettre le retour des vautours. Les premiers vautours fauves sont réintroduits dans les Grands Causses au début des années 80, et le succès de l'opération permet de l'étendre sereinement aux autres montagnes et aux autres espèces. Ces actions continuent 40 ans après. En 2020, des gypaètes barbus nés en parc zoologique et en centre d'élevage conservatoire ont été lâchés dans les Cévennes et dans les Grands Causses. Aujourd'hui, bonne nouvelle, les populations françaises de vautours fauves et moines sont estimées saines et ne nécessitent plus de renforcement d'individus. Au zoo de Douai-la-Fontaine devenu le bioparc, la reproduction des vautours continue, mais elle alimente désormais des campagnes de réintroduction en Europe de l'Est, en Bulgarie notamment. Les parcs zoologiques aident aussi à redorer l'image des vautours en permettant une proximité fascinante avec l'animal. Pour protéger efficacement les vautours, il n'y a pas de secret, il leur faut avant tout de quoi manger. Pas de vautours sans activité pastorale, et ni sans l'accord des éleveurs. Des médias locaux racontent parfois que, oh mon Dieu, les vautours se mettent à attaquer des animaux vivants. Comme si tout d'un coup, les charognards devenaient des mutants prédateurs, style film d'Hollywood ou d'Hitchcock. Mais que fait The Rock ? La réalité, c'est que, dans le cas d'un animal de bétail en très grande difficulté, type une blessure suite à une grave chute d'une falaise, ou une femelle à la mise bas compliquée, ou un mauvais état sanitaire, une maladie, l'immobilité de la bête, la vue du sang ou des organes sortis attirent les vautours, qui tournent autour et peuvent même commencer à picorer. Mais en faisant ça, ils accélèrent juste une issue forcément fatale pour l'animal. Un individu vivant et en bonne santé, et même une banale brebis, fera toujours peur aux vautours. Je vous dis, c'est des trouillettes en vrai. Pour informer, éduquer et sensibiliser, on peut compter sur les associations de protection de la nature, comme la LPO, ou les conservatoires d'espaces naturels comme Aster en Haute-Savoie, qui organisent chaque année des sorties de découverte et d'observation. Le suivi des populations, la compréhension de leurs déplacements et les migrations est assuré par des campagnes de bagage des jeunes et la pose de balises GPS. Enfin, les centres de soins continuent de récupérer des vautours blessés par des accidents. Egalaldia, au Pays Basque, soigne et relâche chaque année des vautours dans les montagnes pyrénéennes. Malgré les collisions avec les fils électriques et les accidents de chasse, le plus grand danger pour les vautours reste le poison. En tant que charognards, ils ingèrent des chairs contaminées, notamment les plombs dans les carcasses des gibiers.
Le problème du poison est la cause d'un dramatique déclin des vautours en Afrique et en Asie. Mais pour une fois, a priori, les Russes n'y sont pour rien. Sur ces deux continents, 11 espèces sont considérées comme au bord de l'extinction. La situation est catastrophique. Les populations de vautours de Rupel, par exemple, ont décliné de 97% en quelques décennies. Certains empoisonnements sont involontaires via des médicaments anti-inflammatoires, comme le diclofénac, qui est donné au bétail et qui est ensuite fatal aux charognards qui les consomment. Mais d'autres sont volontaires. Des carcasses sont sciemment empoisonnées, alors soit pour faire disparaître les nécrophages, les braconniers par exemple, qui veulent pas attirer l'attention sur eux après avoir tué un éléphant, soit pour s'en prendre aux prédateurs. Selon les pays, les loups, les tigres ou les lions qui peuvent s'attaquer aux troupeaux, et les vautours sont alors des victimes collatérales. Une seule carcasse empoisonnée peut tuer jusqu'à 500 individus. Et la disparition des vautours a des effets complètement visibles. On redécouvre à quoi sert une chaîne alimentaire. Sans eux, les carcasses mettent 3 à 5 fois plus de temps à disparaître. Et les petits charognards qui les remplacent, comme les coyotes, les chiens ou les rats, ramènent les maladies à l'intérieur des villes. En Inde, des épidémies de rage, par exemple, ont suivi la disparition des vautours. Et en Afrique, des populations rurales très pauvres sont obligées d'investir dans des équarrisseurs pour remplacer le rôle naturel des vautours et éviter les contaminations des sols et des eaux. C'est donc la preuve qu'il faut agir pour le bien de tous avant qu'il soit trop tard, mettre en place des mesures internationales de protection afin de garantir un bon équilibre des écosystèmes. Qui de plus efficace pour garder un environnement sain que ceux qui transforment la mort en vie? Qui de plus compétent que les fossoyeurs bénévoles que sont les vautours? Bon, mais on peut toujours trouver un peu d'espoir et d'inspiration en regardant nos vautours de France. Comme on vient de le voir, leur situation il y a plus d'un siècle était catastrophique aussi, mais elle a été complètement inversée grâce à un réseau d'acteurs qui se sont mis ensemble pour une cause commune, la sauvegarde de ces magnifiques oiseaux. Et on croit beaucoup à ça en Tenzo. Le fait que la protection des animaux doit être quelque chose de rassembleur et de fédérateur, et que tous, parcs zoologiques, centres de soins, refuges de faune sauvage, espaces naturels, associations de protection de la nature, collectivités territoriales et même sites touristiques peuvent trouver un intérêt commun à la préservation de notre biodiversité et dans le cas qui nous intéresse, des vautours de France. Voilà, l'épisode est fini, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le partager. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube et nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Pour cet épisode, on a eu le soutien de plein de gens qui nous ont fourni des conseils et des vidéos, donc on les remercie énormément. N'hésitez pas à suivre le travail de toutes ces structures de préservation des vautours, on les retrouve en générique et dans la barre de description. On se retrouve très bientôt sur Antenne Zoo pour de nouvelles aventures. D'ici là, n'oubliez pas de bien mettre votre casque, levez les yeux au ciel et surtout, continuez de vous émerveiller. Allez, à très bientôt sur Antenne Zoo.